à la bibliothèque de Courbevoie pour un événement inédit. Vous allez vivre là vraiment ce soir quelque chose d'unique, celui de découvrir une terre d'émotions, une île intense, la mienne, pour clôturer ce printemps des poètes 2025 qui est sous le thème volcanique. Il a été imaginé pour vous faire voyager à 12 000 km de Courbevoie jusqu'à un bout de caillou qui m'a vu naître et sur lequel j'ai grandi jusqu'à ma majorité. Vous avez pu découvrir les images vues du ciel de mon île à travers le photographe Serge Gélabert. Il y a aussi un livre qui circule avec des images en vue aérienne de cette île. Je me présente, je suis Nadine, la cofondatrice et présidente de l'association Nadi la Fée, une association qui a tout juste 9 mois et qui a ses quartiers dans la capitale du Meaux, à Courbevoie. Je suis aussi, depuis le 28 février, académicienne de l'Académie de l'île de la Réunion, cette société savante des sciences et de la culture, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Donc une mission et un titre qui m'honore et m'oblige. Je voulais avant tout dire un très grand merci à la ville de Courbevoie qui accueille mon association, qui nous accueille toutes les associations, mais dans des lieux mais juste topissimes. Donc avec cet accès à la culture et aux mots, parce que comme vous l'avez compris, mon association c'est la transmission des mots MOTS, à travers soit l'écriture de slam, de poésie ou de l'oralité à travers le slam. Et nous avons l'honneur, le privilège et le bonheur ce soir d'avoir avec nous Sandrine Penet, qui est l'adjointe au maire, déléguée à la culture et au patrimoine. Sandrine, merci. C'est gentil. Enfin, tout l'honneur est pour moi plutôt d'être avec vous ce soir. Nadine est une de nos fidèles ambassadrices de la capitale du Meaux, parce que c'est vrai que c'est, en tout cas, c'est une autodéclaration qu'on a faite maintenant il y a quelques années. Quand j'ai eu ce slogan, en fait, au départ c'est un slogan, j'ai pensé à Angoulême. Vous savez, Angoulême, pendant longtemps, c'est auto-déclarée la capitale de la bande dessinée. Et puis, 70 ans plus tard, elle est reconnue au patrimoine de l'UNESCO comme la capitale internationale de la BD. Donc je me suis dit, Courbevoie sera peut-être, dans quelques années, reconnue par l'UNESCO comme la capitale du Meaux. Alors c'est quoi la capitale du Meaux, au-delà d'un slogan? C'est l'envie de travailler sur ce matériau, un matériau vivant qui est le mot, qui nous permet, comme ce soir, de voir qu'on peut créer, on peut écrire, on peut chanter, on peut slammer, on peut faire du théâtre, on peut danser sur les mots. Le mot est un vrai matériel de création. C'est aussi un matériau de transmission. C'est la langue française. C'est une langue, c'est la francophonie. C'est des langues. C'est une langue qui se transmet. Donc il y a tout ce travail qu'on fait aussi sur l'écriture et la lecture. Et puis c'est une terre d'innovation. Et ça permet de créer des liens. Ce soir, typiquement, on va voyager grâce aux mots. On va voyager grâce à la poésie. On peut innover. Il y a des mots nouveaux. On travaille aussi sur les mots nouveaux. Donc ça me permet comme ça de travailler sur tout un certain nombre de dispositifs toute l'année. Et au mois de juin, la capitale du Meaux, c'est notre 14 juillet à nous. Si vous voulez, tout le mois de juin, il y a le Festival des mots libres. Donc maintenant, donc l'année dernière, les Jeux Olympiques, c'était l'honneur aux sportifs. Mais on revient en force cette année. Donc à partir du 6 juin, inauguration à Carpeaux. Et pendant tout un mois, donc il va y avoir un très beau programme. Là, on est en train de le finaliser. 2 spectacles, des rencontres avec des auteurs, mais pas que. Donc cette année, le thème, je peux le dévoiler, je crois, c'est plus sous embargo, c'est les mots encore en 2 mots. Donc encore, on va avoir la danse, parce que les mots, on va s'apercevoir que les mots, en fait, ont quelque chose à voir aussi avec la danse. Ils ont quelque chose à voir avec les sens. Donc il y aura les mots sensibles, on va travailler sur l'ensemble des sens, et l'espace. Qu'on va avoir le privilège d'avoir l'espèce d'espace de Pérec qui sera monté à Courbevoie. Donc on va travailler, on va malaxer tout ça et ça fera tout autour d'un mois, il y en aura pour tout le monde, les grands, les petits, le théâtre, le slam. Et en tout cas, merci à Nadine d'être une de ces talents, parce que mon deuxième slogan c'est Courbevoie, terre de talent. Je regarde
Yamil et Ivana qui connaissent bien mon slogan. Terre de talent parce que, voilà, typiquement, on a aujourd'hui avec nous un talent et un jeune talent de Courbevoie, notre poétesse, que vous aurez l'honneur d'écouter tout à l'heure. Donc Courbevoie, terre de talent, c'est aussi pour nous, en tout cas je dis nous parce qu'il y a l'équipe qui est là de la culture, il y a Bérangère qui est là, puis c'est toute l'équipe qui travaille avec moi. On a à cœur de porter nos talents déjà confirmés, nos talents émergents, les talents en devenir, nos associations. Donc on les accompagne en les subventionnant, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir les moyens de trouver des solutions parce que ces moments-là où on échange ensemble, c'est des moments privilégiés et importants, encore plus importants, j'ai envie de dire, par les temps qui courent. En tout cas, c'est des moments qui font société, je peux aller jusque-là, qu'il faut qu'on est ensemble, donc c'est important. Donc je suis ravie, on est à la bibliothèque, qui est notre temple du mot, parce que là, on est là où il faut. Et en tout cas, merci d'être là ce soir. On va voyager à travers les mots, on va aller dans cette belle île de la Réunion. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent bien, moi malheureusement je ne suis jamais allée, je connais Madagascar qui est pas loin, mais je ne connais pas la Réunion. Et voilà, et en tout cas merci et bonne soirée à tous. Merci. Alors, après ces remerciements, je voudrais aussi remercier ce soir notre trésorier de l'association qui est présent ce soir dans cet événement, et aussi les adhérents et les participants aux ateliers de l'association, parce que c'est grâce aussi à leur contribution que l'on peut vous accueillir ce soir de manière royale. Et merci aussi à la ville de Courbevoie pour leur participation. Alors ce soir, c'est de la poésie spectacle, en fait, que l'on va vous proposer autour de l'île de la Réunion, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Donc vous allez découvrir comment elle est née et comment elle a été peuplée. Je me suis basée en inspiration des textes à partir de 2 livres. Donc ça, c'est l'héritage de mon grand-père. C'est un recueil de poètes de l'île Bourbon, parce que vous comprendrez que mon île s'appelait l'île Bourbon dans le passé. Et à l'intérieur, il y a des poètes illustres de mon île. Et ce sont ces poèmes. J'ai choisi 7 poètes et une seule poétesse, parce qu'il n'y a qu'une seule poétesse qui a été sélectionnée, mise en lumière dans ce recueil. Je vais vous les présenter à travers différentes figures de style de poésie. Et je vais aussi vous présenter 5 femmes, parce que le peuplement se fait à partir de femmes. Et mon inspiration, ça a été sur cette BD, 5 destins de femmes réunionnaises. Et vous allez comprendre aussi pourquoi la Réunion, c'est une multitude, un patchwork d'ethnies, de populations, de couleurs de peau. Et donc tout ça, vous allez le comprendre pendant cette heure-là. Je suis accompagnée pendant cette soirée de 2 acolytes qui sont originaires de l'île de la Réunion. Donc elles vont se présenter elles-mêmes. Nathalie. Bonjour. Avec Nadie, on partage effectivement nos origines et puis surtout le goût des mots. Alors des mots écrits grâce à Nadie et les ateliers, mais aussi des mots partagés et des lectures. Moi, ce que j'adore, c'est lire et lire à haute voix. Donc c'est vrai que quand Nadie m'a lancé ce défi, c'est déjà la première fois où je lis devant autant de monde, j'ai dit oui et je lui ai entièrement fait confiance. Et Marie. Alors moi, je suis la zoréole du groupe, c'est-à-dire zoréole, c'est un mélange de zoreilles, donc les métropolitains, et créole, parce que je suis née ici, mais je suis arrivée à La Réunion, j'étais tout bébé, et j'ai passé 20 ans. Donc mon enfance, mes madeleines à moi, elles sont créoles, et je me suis retrouvée dans ce joli piège, parce que j'ai un accent créole que vous entendrez tout à l'heure. C'est la petite surprise du final. Merci Nathalie et Marie. Sur l'écran, vous allez voir apparaître des photos. Donc, vous allez voir que ce sont des vieilles photos. Ben oui, parce que je vais vous parler du passé et de la naissance de l'île de la Réunion. Et donc, je tiens aussi à remercier le département de la Réunion et particulièrement l'Iconothèque historique de l'océan Indien, parce que c'est grâce à leur support que j'ai pu avoir ces photos. Ça vous permettra aussi de mettre un visage sur les âmes qui sont ces poètes illustres qui ont écrit des poèmes que Marie et Nathalie vont vous lire. Maintenant, je vais me taire et je vais prêter la voix à mon île.
Alors peut-être, je ne sais pas, mais peut-être sur 1 ou 2 poèmes, je vais vouloir faire toc-toc et vous reparler. Mais là, c'est fini. Et c'est mon île qui va vous parler et qui va vous expliquer comment elle est née. Bon voyage à tous et à tout à l'heure. Je suis née d'un océan immense et vide, il y a quelques 3 millions d'années. Une gueule de feu s'est ouverte à 4000 mètres de fond, dans un environnement humide, expulsant mon sang rouge écarlate de 2 gorges fissurées. Dans un jaillissement de lave, je suis sortie sans hâte du ventre de notre mère Terre, offrant au fond marin, surpris, un spectacle époustouflant. Le mariage de l'eau et du feu progressait dans un chuintement majestueux, créant ainsi une jolie symphonie, comme guidée par un chef d'orchestre talentueux. Quelques jours avant déjà, les tremblements de la croûte terrestre avaient provoqué des contractions répétées jusqu'à l'explosion de gaz. 2 cavités se sont formées, laissant mon corps prendre place dans un rythme harmonieux. Mon magma parvenait à s'extirper sans difficulté et s'étaler lentement. Au fil des ans, des éruptions successives d'un cratère qu'on appela Piton des Neiges vinrent épaissir ma silhouette jusqu'à dépasser le niveau de la mer. J'offrais ainsi au ciel un nouveau bout de terre qui s'agrandissait en largeur prestement. Sur mon corps, la nature y avait trouvé un terrain accueillant pour s'épanouir sous un soleil omniprésent. J'étais devenue la perle de la mer des Indes, sur laquelle les marins se retournaient quand ils passaient à proximité. Leurs bateaux aimaient faire escale sur mes côtes exotiques, où l'air que j'expirais invitait à un vivre ensemble, tranquille et harmonieux. Aujourd'hui encore, je suis reconnue pour cet accueil chaleureux. Mon Piton des Neiges s'est progressivement endormi. Les années d'érosion ont réduit ma taille qui atteint aujourd'hui 3070 mètres à son sommet. Un autre point chaud est apparu au sud-est de mon flanc, une petite sœur que l'on appelle la Fournaise. De temps en temps, elle se plaît à rugir avec aise, agrandissant parfois notre bout de terre et offrant au monde entier des images d'une beauté intense et légendaire. Les cyclones et le temps ont profondément creusé mes pentes et mes côtes au fil des millénaires, refermant dans mes 3 cirques mon cœur, dénommé Mafat, et mes poumons sous les noms de Salazie et Silaos. Le chemin qui mène au premier n'est toujours pas à ce jour bitumé. Elle se mérite cette randonnée à pied. Les plus friqués ont l'option de l'hélicoptère pour m'atteindre en plein cœur. Quant aux 2 autres sentiers, faut pas avoir peur du vide. Ils offrent à travers des paysages de respiration tout un éventail surprenant de cascades, de falaises, de gouffres et de virages. Intense est l'adjectif dont on use pour me qualifier. Il prend sens particulièrement pour ceux qui viennent dans mon antre s'y frotter, se délestant à ma vue de leurs soucis et rages. Les marrons ont su y trouver dans le passé des oasis de liberté dans mes sentiers escarpés, afin d'échapper à la dure condition d'esclave quand mon sol fut colonisé. Aujourd'hui, la diagonale des fous prend le relais de la découverte du dénivelé de mes entrailles boisées et fait vivre chaque année aux sportifs entraînés une course déjantée. Une fois qu'on s'est approché de moi, rarement on veut me quitter vers d'autres voies. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui je suis surpeuplée. Ainsi je suis née, parée d'une richesse infinie que toutes les autres îles m'envient. Au fil du temps, je suis devenue une femme subtile, complexe et imprévisible aux formes généreuses, face à mes consoeurs qui se contentent, elles, d'offrir aux touristes fatigués des bancs de sable blanc.
Chez moi, l'aventure se mérite dans un décor naturel entre mer et montagne, au contact de mon peuple accueillant où se respectent plusieurs sortes de religions. De Dina Morgamine, en passant par Santa Apollonia, puis par l'île Mascareigne, suivie de Bourbon jusqu'à Bonaparte. Portugais, anglais et français ont su tour à tour m'acquérir, pas toujours dans la paix, chacun imposant alors un nouveau nom à cette île d'Éden que je représentais à leurs yeux. Aujourd'hui, je suis département et région d'outre-mer de la France sous le doux nom d'île de la Réunion. 28 février 2025, j'étais sous l'œil des projecteurs du monde entier. Celui du cyclone Garance flottait au-dessus de moi. Dans sa danse, il était accompagné d'une cour de pluies intenses et de rafales de vent explosant le compteur de vitesse à plus de 200 km/h. Jamais auparavant, on n'avait vu de désastre aussi grand. La valse venteuse soufflait tout sur son passage, les arbres se pliaient, lâchant au sol les fruits qui tranquillement mûrissaient sur les pieds. Tout autour, voitures, objets et détritus se voyaient entraînés dans un marécage de boue, offrant au monde entier, derrière leurs écrans, un spectacle de désolation. Je dois vous avouer que j'ai morflé. Mon corps a été marqué de plein fouet par cette colère du ciel. Mais grâce à mon peuple courageux et résilient, je me relève petit à petit de cette catastrophe naturelle. Laissez-moi encore un peu souffler avec les miens et me refaire une beauté, et promis, je vous accueillerai à nouveau bientôt sur mon sol de paradis. À vous. Anne Mousse, 1668-1733, grand-mère de tous les Réunionnais, fut le premier enfant de sexe féminin né en mon sein, à une époque où j'étais une île déserte et isolée de l'océan Indien. Elle fut le fruit de parents malgaches esclaves, préférant mon cadre de vie à celui de Madagascar, qui était le centre de toutes les attentions de la France en tant que colonie. Par mon premier gouverneur et aussi son parrain, Anne fut affranchie. Elle épousa un homme originaire du Morbihan, devint propriétaire de quelques esclaves et tout en dirigeant un domaine agricole, elle contribua à mon peuplement en m'offrant une descendance de 8 enfants. Veuve à 53 ans, elle épousa un Portugais de 19 ans, son cadet. Ensemble, ils ont œuvré au développement d'une paroisse dans un bourg appelé Sainte-Marie, sur l'une de ses extrémités. Ils avaient à cœur, à travers ce projet, d'éduquer des jeunes pour qu'ils jouissent de la liberté. Antoine de Bertin, 1752-1790, en un quatrain. Antoine de Bertin fut l'enfant d'une grande famille de colons. Il m'abandonna à jamais à 9 ans pour aller en France parfaire son éducation. Ami du poète Évariste Parny, il partagea avec lui les aventures d'une carrière militaire et l'amour de la poésie. Dans ses souvenirs et ses descriptions de l'île natale, on y rencontre un goût assez vif de la campagne, des notations justes et originales qui alternent cependant avec des passages didactiques et prosaïques. Nathalie va vous lire ses regrets. Je n'ai plus désormais, étranger dans la France, de retraite où chanter, ni d'asile où mourir. Ô tristesse, ô regret, ô jour de mon enfance. Hélas, un sort plus doux m'était alors promis. Né dans ces beaux climats et sous les cieux amis, qu'au sein des mers de l'Inde ombragées les tropiques, élevé dans l'orgueil du luxe asiatique, la pourpre, le coton, la pourpre, le satin, ces cotons précieux que lave au bord du Gange un peuple industrieux. Cet émail si brillant que la Chine colore, ces tapis dont la Perse est plus jalouse encore, sous mes pieds étendus, insultés dans mes jeux, de leur richesse à peine, avaient frappé mes yeux. Je croissais, jeune roi de ces rives fécondes, le roseau savoureux fragile amont des ondes,
le manguier parfumé, le dattier nourrissant, l'arbre heureux où mûrit le café rougissant, des cocotiers enfin, la race antique et fière, montrant au-dessus d'eux sa tête tout entière. Comme autant de sujets attentifs à mes goûts, me portaient à l'envie les tribus les plus doux. Pour moi, d'épais troupeaux blanchissaient les campagnes, 1000 chevreaux erraient suspendus aux montagnes, et l'océan, au loin, se perdant sous les cieux, semblait offrir encore pour amuser mes yeux. Dans leurs cours différents, 100 barques passagères qu'emportaient ou la rame ou les voiles légères. Que fallait-il de plus? Docile à ma voix, sans esclave choisi, entourait ma jeunesse. Et mon père, éprouvé par 30 ans de sagesse, au créole orgueilleux dictant de justes lois, chargé de maintenir l'autorité des rois, semblait dans ces beaux lieux égaler leur richesse. Tout s'est évanoui. Trésor, gloire, splendeur, tout a fui, tel qu'un songe à l'aspect de l'aurore ou qu'un brouillard léger qui dans l'air s'évapore. Évariste Parny, 1753-1814, en un sonnet marotique. Au milieu du XVIIIe siècle naquit Évariste Parny. Élevé sur mes terres jusqu'à 9 ans, il s'envola vers Rennes pour étudier. 100 fois vive pour devenir prêtre, c'est une carrière militaire qu'il a embrassée. Là-bas, il rencontra le chevalier Bertin, originaire de Lille aussi. À 20 ans, quand il revint sur mon sol, il découvrit l'amour de la poésie et celui d'Esther, dont l'éducation musicale lui a été confiée. Il lui apprit aussi l'amour, mais son père l'empêcha de l'épouser. Il retourna vivre à Paris, ne se plaisant pas dans un environnement où l'on pratiquait l'esclavage. Des affaires de famille l'ont ramené ici. Esther s'était mariée à un médecin, il en éprouva de la rage. Pour l'évacuer, il publia un 4e livre de poésie érotique. Succès immense. L'Académie française l'entraîna dans sa danse. Son atout, celui d'associer un sentiment profond de la nature à l'expression d'une douleur vraie et chaotique. Ces descriptions de la nature bourbonnaise, qu'il a tout d'abord fort peu appréciées, ne se rencontrent guère que dans sa lettre à Bertin de janvier 1775 que Marie va vous lire. Tu veux donc, mon ami, que je te fasse connaître ta patrie? Tu veux que je te parle de ce pays ignoré que tu chéris encore parce que tu n'y es plus? Ici, ma main dérobe à l'oranger fleuri ces pommes dont l'éclat séduisit Atalante. Ici, l'ananas plus chéri élève avec orgueil sa couronne brillante. De tous les fruits ensemble, il réunit l'odeur. Sur ce coteau, latte pierreuse livre à mon appétit une crème flatteuse. La grenade plus loin s'en trouve avec lenteur. La banane jaunie sous sa feuille élargie. La mangue me prépare une chair adoucie. Un miel solide et dur pend en haut du dattier. La pêche croît aussi sur ce lointain rivage. Et plus propice encore, l'utile cocotier me prodigue à la fois le mets et le breuvage. D'un côté, mes yeux affligés n'ont pour se reposer qu'un vaste amphithéâtre de rochers escarpés que le temps a rongés. De rares abrisseaux par les vents outragés y croissent tristement sur la pierre rougeâtre et des lataniers allongés y montrent loin à loin leur feuillage grisâtre. Trouvant leur sûreté dans leur peau de valeur, là, d'éthiques perdreaux de leurs ailes bruyantes rasent impunément les herbes jaunissantes et s'exposent sans crainte au canon du chasseur. Du sommet des remparts, dans les airs élancés, la cascade à grand bruit précipite ses flots et roulant chez Tétis, son oncle courroucé du nègre infortuné, renverse les travaux.
ici sur les confins des états de Neptune, où jour et nuit son épouse importune afflige les échos de longs mugissements, du milieu des sables brûlants sortent quelques toits de feuillage. Rarement le zéphyr volage y rafraîchit l'air enflammé. Sous les feux du soleil, le corps inanimé reste sans force et sans courage. Quelquefois, l'aquilon bruyant, sur ses ailes portant l'orage, s'élance du sombre Orient. Dans ses antres l'onde profonde s'émeut, s'enfle, mugit et gronde. Au loin, sur la voûte des mers, on voit des montagnes liquides s'élever, s'approcher, s'élancer dans les airs, retomber et courir sur les sables humides. Les flammes du volcan brillent dans le lointain. L'océan franchit ses entraves, inonde nos jardins et porte dans nos caves des poissons étonnés de nager dans le vin. Marie-Monique Jans, dite Célimène, 1807-1864, aussi connue comme la muse de Trois-Bassins, affranchie par son père qui acheta sa liberté comme un bien, à un moment où mon administration était sous le contrôle des Anglais. 5 ans après, les Français ont récupéré mon sol en butin. La vie de Célimène devint une accumulation de drames sans fin. Séparation de ses parents, décès de son unique sœur, puis du père de sa fille, elle retourna chez sa mère retrouver un peu de paix. De son mariage naîtront 6 enfants dont 2 vont très tôt décéder. Nouvelle épreuve, Célimène devient veuve, mais elle a eu l'idée d'exploiter son génie créole. Dans son auberge, elle attirait les voyageurs en chantant ses propres textes en français et en créole, accompagnée de sa guitare. Un vrai chef-d'œuvre. À qui veut l'entendre, elle se disait petite fille d'Évariste Parny, membre de l'Académie française, pardi. Ainsi, avec une grande liberté de ton dans ses textes souvent incisifs, elle a pu revendiquer l'héritage de celui qui a dénoncé la colonisation et l'esclavage sur mon sol. Auguste Lacaussade, 1817-1897, en une anadiplose. Auguste Lacaussade fut l'enfant d'une fille de couleur, couleur qui entraîna sa non-reconnaissance par son père, originaire de Métropole. Métropole, là où il fut envoyé à 10 ans pour étudier, études secondaires sérieuses, sérieux aussi en poésie à travers ses protestations contre les hontes de l'esclavage, esclavage aboli 31 ans après sa naissance. Naissance et jeunesse dans mon chef-lieu de Saint-Denis. Saint-Denis, remplacé par la propriété de son père au lieu-dit Chamborne, sur ma côte nord-est pendant les vacances. Vacances à contempler la nature de mes entrailles. Dans mes entrailles, une beauté en consolation à la profonde blessure de sa situation à la naissance. Naissance à l'île Bourbon, mort à Paris, cendre ramenée à La Réunion en 2006. Marie va vous lire ses protestations contre l'esclavage. Nous sommes les enfants, l'attente d'un autre âge, de l'opprimé sur nous, que les pleurs soient puissants. Vengeons un séculaire sans trêve. De toute énigme obscure, un jour, l'homme a le mot. Non, sa foi n'était point un rêve, et ce qu'il a prédit, nous le verrons bientôt. Pressons de tous nos vœux l'aube qui doit éclore, hâtons l'avènement d'un jour pour tous meilleur, et vers l'horizon vague encore, levons incessamment nos yeux et notre cœur. À ces jeunes clartés, l'avenir vous appelle, détournez vos regards d'un présent déjà vieux, et semblable à l'hirondelle pour trouver la lumière, allez sous d'autres cieux. La lutte vous attend. Dans la mêlée austère, vos mains se couvriront de sanglantes sueurs. Hélas, pour féconder la terre, les cieux ont leur soleil. L'homme n'a que ses pleurs. Mais la lutte grandit, mais la lutte a ses charmes.
La pensée est un fruit que l'éclair doit mûrir. Nous n'enfantons que dans les larmes du présent en travail jaillira l'avenir. Et qu'importe la haine et sa clameur jalouse d'un passé qui s'éteint, les sarcasmes moqueurs. Le malheur que la gloire épouse est un malheur, ami, fait pour de nobles cœurs. Marchez donc et luttez. Du vieux monde qui croule, brisant les dieux, brisant la vieille iniquité, bâtissez un temple où la foule puisse abriter enfin sa féconde unité. De la stérile nuit de nos haines premières, que pour l'homme nouveau surgisse un nouveau jour, émancipé par les lumières, semé dans les esprits la moisson de l'amour. Oh, de l'amour surtout, alimenter les flammes, rappeler cet amour que le méchant proscrit, enseigner sans cesse à nos âmes cette fraternité qu'enseignait Jésus-Christ. Éteignez dans les cœurs les feux de la vengeance, l'esprit affranchi mieux que le glaive irrité, l'étoile de l'intelligence sur nos mœurs doit éclore avant la liberté. Dites à ceux pour qui le destin fut sévère, à ceux pour qui le sort n'a jamais eu d'affront, que les eaux saintes du calvaire ont indistinctement coulé pour tous les fronts. Que maudit dans les cieux et maudit en ce monde, pauvre de tout le sang dont il est inondé, l'esclavage est un sol immonde que les regards de Dieu n'ont jamais fécondé. Je vais vous demander une petite pause de 2 secondes parce que j'entends Nadie là à l'oreillette qui a envie de dire quelque chose. On va la laisser parler. Alors je voulais juste vous parler de ce livre, Les Marrons, de Louis T'Imagène Watt. C'est le premier roman réunionnais. Et cet homme, Louis T'Imagène Watt, donc, est un marron. Donc, le marronnage, c'est quand on échappe à l'esclavage. Et il a réussi à échapper à l'esclavage. Il a été exilé en France et il a écrit ce roman que j'ai découvert et que j'ai découvert l'année dernière parce qu'il est écrit sur tout un boulevard dans mon île. Ça s'appelle le boulevard Sud. Enfin, ça s'appelle pas. C'est sur le boulevard Sud et ça a été écrit pendant 6 mois de manière manuscrite avec l'artiste Stéphanie Lebon. Et j'ai passé 2 heures sur ce boulevard Sud à lire ce livre, ce roman qui est juste magnifique. Donc si le spectacle de ce soir vous plaît, sachez que vers le 20 décembre de cette année, donc le 20 décembre c'est la date de l'abolition de l'esclavage, 20 décembre 1848, j'ai pour objectif de vous faire la lecture de ce livre en 1 heure. Donc suivez-moi sur mes posts, j'ai ma carte de visite, je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Maintenant je me tais. Je donne la parole à mon île et puis je vais essayer d'avoir une salle un petit peu plus grande. Charles Lecomte de Lisle, 1818-1894, en 2 haïkus. Charles Lecomte de Lisle, poète réunionnais à l'Académie française, fauteuil de Victor Hugo, des pensées mûries de la nature bourbonnaise. Nathalie va vous lire un de ses poèmes antiques intitulé Nox, où il joue sur les teintes claires et sombres, tel un peintre de clair-obscur. Sur la pente des monts, les brises apaisées inclinent au sommeil les arbres onduleux. L'oiseau, silencieux, s'endort dans les rosées, et l'étoile adorée l'écume des flots bleus. Au contour des ravins, sur les hauteurs sauvages, une molle vapeur efface les chemins. La lune tristement baigne les noirs feuillages, l'oreille n'entend plus les murmures humains. Mais, sur le sable au loin chante la mer divine, et des hautes forêts gémit la grande voix, et l'air sonore aux cieux que la nuit illumine porte le chant des mers et le soupir des bois. Montez,
Sainte rumeur, parole surhumaine, entretien lent et doux de la mer et du ciel. Montez et demandez aux étoiles sereines s'il est pour les atteindre un chemin éternel. Ô mer, ô bois, songeur, voix pieuse du monde, vous m'avez répondu durant mes jours mauvais. Vous avez apaisé ma tristesse inféconde, et dans mon cœur aussi, vous chantez à jamais. Sia, divinité de l'hindouisme en personnage imaginaire, pour illustrer la venue de femmes indiennes entre 1828 et 1882 sur mes terres. En parallèle du développement de l'esclavage, se mit en place une forme de travail sous contrat de 36 mois avec un aller-retour par mer. Un flux de main-d'œuvre d'immigrants indiens qualifiés se porte volontaire. Parmi eux, des femmes en minorité font partie du voyage. Une manière pour elles de s'émanciper des castes, une forme de barrage. Chez moi, elles ont été respectées par rapport à leur culture et religion. Leur cuisine aussi a connu la transmission. Leurs enfants intégrés au sein de la société qui se constituait sur mon sol. Nombreuses sont celles qui n'ont pas eu assez de rémunération pour retrouver en Inde leur maison. Un bon nombre arrivés avec enfants les ont placés dans des familles pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions en devenant créoles. Léon Dierks, 1838-1912, en quelques alexandrins. Élu prince des poètes, ses pairs l'ont admiré. D'une jeunesse solitaire, il hérite d'un don, celui de la poésie. Ses rêves sont publiés. Sa sensibilité, toujours, donne le ton. Marie va vous décrire les philaos de mon île sous sa plume. C'est ça un philao. Là-bas, au flanc d'un mont couronné par la brume, entre deux noirs ravins roulant leurs frais échos, sous l'ondulation de l'air chaud qui s'allume, règne un bois toujours vert de sombres philaos. Pareil au bruit lointain de la mer sur les sables, là-bas, dressant d'un jet ses troncs roides des roues, cette étrange forêt, aux couleurs ineffables, pousse un gémissement lugubre, immense et doux. Là-bas, bien loin d'ici, dans l'épaisseur de l'ombre, et tout pris d'un frisson extatique, à jamais, ces philaos songeurs croisent leurs nefs sans nombre et dardent vers le ciel leur flexible sommet. Le vent frémit sans cesse à travers leurs branchages et prolonge en glissant sur leurs cheveux froissés, pareil au bruit lointain de la mer sur les plages, un chant grave et houleux dans les taillis bercés. Des profondeurs du bois, des rampes sur la plaine, du matin jusqu'au soir, sans relâche, on entend sous la ramure frêle une sonore haleine qui naît, accourt, s'emplit, se déroule et s'étend, sourde ou retentissante, et d'arcade en arcade va se perdre aux confins noyés de brouillard froid, comme le bruit lointain de la mer dans la rade s'allonge sous les nuits pleines de longs effrois. Et derrière, les fûts pointant leurs grêles branches, au rebord de la gorge où pendent les moufias, par place on aperçoit, semés de taches blanches, sous les nappes de feu qui pétillent en bas, les champs jaunes et verts descendus au rivage, puis l'océan qui brille et monte vers le ciel. Nulle rumeur humaine à ces hauteurs sauvages n'arrive. Et ce soupir, ce murmure immortel, pareil au bruit lointain de la mer sur les côtes, épand seul le respect et l'horreur à la fois dans l'air religieux des solitudes hautes. C'est ton âme qui souffre aux forêts, c'est ta voix qui gémit sans repos dans ces mornes savanes, et dans l'effarement de ton propre secret, exhalant ton arôme aux éthers diaphanes sur l'homme ou sur l'enfant, vierge encore de regrets, sur tous ces vils soucis, sur ces gaietés naïves, tu fais chanter ton rêve, ô bois, et sur ton front, pareil au bruit lointain de la mer sur les rives, plane ton froissement solennel et profond. Bien des jours sont
passé et perdu dans l'abîme où tombent tour à tour désir, joie et sanglots, bien des foyers éteints qu'aucun vent ne ranime gisent ensevelis dans nos cœurs sous le flot sans pitié ni reflux de la cendre fatale, depuis qu'au vol joyeux de mes espoirs j'errais au bois éolien. Sous ta voûte natale, seul, écoutant venir de tes obscurs retraits, pareil au bruit lointain de la mer sur les grèves, ta respiration onduleuse et sans fin. Dans le sévère ennui de nos vanités brèves, fatidique chanteur au douloureux destin, vous épanchiez sur moi votre austère pensée. Et tu versais en moi, fils craintif et pieux, ta grande âme, ô nature éternelle offensée. Là-bas, bien loin d'ici, dans l'azur près des cieux, vous bruissez toujours au revers des ravines. Et par-delà les flots, du fond des jours brûlants, vous m'emplissez encore de vos plaintes divines, Philao chevelu, bercé de souffle lent. Et plus haut que les cris des villes périssables, j'entends votre soupir immense et continu, pareil au bruit lointain de la mer sur les sables, qui passe sur ma tête et meurt dans l'inconnu. Juliette Dodu, 1848-1909, à 6 mois, quand l'esclavage est aboli un 20 décembre sur mon sol. Son arrivée sur mes terres s'est faite dans une révolution socio-économique pas toujours drôle, avec 60% de mes habitants soudainement affranchis. À 2 ans, son père vers le ciel prend son envol. À 10 ans, avec sa mère et ses frères, elle va s'installer en métropole. Pendant 4 ans, elle vécut en pension religieuse à Paris. Un retour sur mes terres en famille, un nouveau départ vers Lisieux avec sa sœur, à nouveau des retrouvailles ici. Son destin personnel fut bouleversé là-bas par la guerre. Travaillant à l'administration du télégraphe avec sa mère, elle parvint à envoyer des informations au gouvernement de défense quand les Prussiens ont débarqué à Pithiviers. Sa liberté à l'époque dérangeait la terre entière. Mais elle n'en avait que faire. Elle avançait dans la vie avec une indépendance financière. Héroïne de guerre, décorée de la Légion d'honneur, elle s'amusa à alimenter la légende qu'on prenait plaisir dans son dos à façonner. Auguste de Villèle, 1858-1943, en un acrostiche. Auguste de Villèle est né dans mon chef-lieu Saint-Denis. Une arrière-grand-mère créole blanche, richissime et illustre chez nous en la personne de Madame Desbassins, et un oncle qui fut ministre, sont des personnages de son histoire familiale. Toute sa vie, il a arpenté les routes du monde dont il a fait le tour plusieurs fois, et mes sentiers. De sa formation en agronomie, il passa sa vie à prodiguer des conseils aux pauvres agriculteurs. Inde, Japon et Amérique, le beau est ce que son âme a retenu de toutes ses visites. Le seul recueil qu'il a publié est composé de 38 sonnets, avec la couleur et l'éclat des paysages exotiques où le chant de son île apparaît sur bon nombre de pages. Nathalie va vous décrire le paillanqueux, cet oiseau fétiche de mon ciel, sous la plume de De Villèle. Si Jersey se devine au cri des goélands, de Bourbon à plus d'une lieue, avant de découvrir les pics étincelants, on reconnaît les paillanqueux. Dès qu'alors du soleil glissant au-dessus d'eux, le profil des monts s'illumine, on voit les blancs oiseaux s'envoler 2 par 2 de chaque gorge de ravine, de celle de la Forge et de celle d'Yvon, comme de celle de Saint-Gilles. Ils volent sur Saint-Paul, traversant l'horizon de quelques coups d'aile agiles. Avant de s'élancer vers le flot miroitant, en une neigeuse avalanche, leur vol
comme une grande écharpe blanche. Dans le saphir du ciel, au lever du soleil, dans le saphir du ciel, au lever du soleil, ces oiseaux des côtes natales rappellent à l'esprit, par leurs éclats pareils, toutes les blancheurs virginales. La splendide beauté des marbres éclatants, les cygnes à la voix divine, la fleur des nymphéas sur l'onde des étangs, la neige, l'albâtre, l'herbe noire. Le vol des pailloncures aux profondeurs de l'air, en long cercle plane et tournoie, puis, comme un trait d'argent, au miroir de la mer, s'élance avec des cris de joie. Quand s'ébat leur essaim sur la crête des flots, si blanches et légères et leurs plumes, qu'au lieu d'oiseaux, il semble à l'œil des matelots voir voler des flocons d'écume. Merci. Bon, désolée pour la technique, hein. On a fait des essais de voix, mais là on n'a pas attendu celui-là. Louis Ozou, 1869-1935, en un portrait. Il est né dans mon chef-lieu de Saint-Denis. Il fit ses études au lycée ici. Il partit pour Bordeaux étudier la médecine et les beaux-arts. Il excella dans les deux domaines, fait qu'il est important de souligner tellement c'est rare. Il écrivait et communiquait en conférence à une grande fréquence et avec une haute qualité. Il est mort dans mon chef-lieu de Saint-Denis. Nathalie va vous décrire le cirque de Mafate, vous vous souvenez, mon cœur, celui qui n'est pas accessible encore aujourd'hui à pied, mais en hélicoptère, oui. Donc sous la plume de Louis Ozou. Cirque d'enfer, que les déluges, la tempête ont modelé. Chaos de mornes décharnés et d'abîmes sans fond dont les flancs calcinants suent le soufre et s'attendent du pied jusqu'aux fêtes. Cirque de purgatoire, où les humains, les bêtes, à l'exil, à la peur, à la faim condamnés, languissent, expiant le bonheur d'être né sur un sol sous un ciel aux incessantes fêtes. Cirque de paradis, où mon âme et mes yeux retrouvent un Éden, où les monts glorieux érigent dans l'air bleu leur cime immortelle. Ô cirque, qui confond le lait et la splendeur, pour toi seul s'uniront, battant comme des ailes, éperdument mon sang, mon esprit et mon cœur. Marie-Aline Vuattion. Le destin de Marie-Aline Vuattion, 1893-1960, est un exemple de parcours d'intégration des Réunionnais d'origine chinoise sur mon sol. Ses parents débarquèrent sur mes terres vers 1862, quand une immigration chinoise prit son envol. Habitués en Chine à travailler dans le commerce, beaucoup aspiraient ici à faire partie des lettrés de la société. Marie-Aline poursuivit un parcours pour devenir institutrice et en vertu d'une loi sur la naturalisation, elle obtint la nationalité française et à la maison parlait créole. Elle devint ensuite directrice d'école. Logée par la commune et disposant d'une femme de ménage, son nom accéda ainsi à une certaine notabilité. L'entre-deux-guerres vint perturber cette stabilité. Après la mort de son père, Vichy à La Réunion lui fit perdre son travail. En cause, une nationalité française non originaire et au nom de la lutte contre le chômage, les femmes mariées ou en concubinage étaient virées. De quoi la mettre sur la paille. Son compagnon a assuré, elle alla l'aider dans ses travaux agricoles et entre eux l'amour l'était doux. La vie s'écoula doucement sans faille, jusqu'à ce que les soldats du navire de la France libre vinrent libérer mon petit caillou. Un décret du général de Gaulle réintégra les fonctionnaires virés et Marie-Aline retrouva son poste de directrice d'école jusqu'à sa retraite 3 ans après. Une retraite célébrée avec honneur et sans tabou. Très bien.
Anne-Marie de Gaudin de Lagrange, 1902 et 1943, est la seule poétesse qui apparaissait dans le livre d'Hippolyte Fouque. Et donc, en tant que femme, je me devais de vous présenter une poétesse. Alors, on l'a dit réunionnaise, mais elle est née à Marseille. Alors, elle, je vais vous la présenter sous les mots d'Hippolyte Fouque. Donc, Hippolyte Fouque a été président de l'Académie de l'île de la Réunion. Seule poétesse réunionnaise née hors de la Réunion, mais morte sur l'île. Par son père, elle appartient à une famille de la noblesse provençale et par sa mère d'une famille écossaise. Encouragée par son oncle Auguste de Villèle et par le poète mauricien Robert Edward Hart, elle décide de se consacrer à la poésie. C'était une jeune fille mince et pâle, de qui les rêves de bonheur s'étaient fanés dans la rouge saison guerrière de 1918. Très cultivée, imprégnée héréditairement d'une double tradition française et britannique, elle a demandé à la solitude et au silence, à la méditation mystique, à la contemplation de la nature, au culte des beaux vers et à la charité chrétienne, un dérivatif au deuil de son printemps dévasté. Deux minces recueils poétiques gardent la mémoire d'un jeune mais indéniable talent au service d'une sensibilité exquise, vibrant au spectacle des beautés naturelles ainsi qu'au souffle des hautes inspirations religieuses. Une mort prématurée en juin 1943 n'a pas permis l'épanouissement de ces dons remarquables. Marie va vous lire un poème d'elle sur une grande case. Donc la case, c'est la maison. Ce qu'on appelle la case, c'est la maison chez nous. C'est ainsi qu'on appelle les maisons sur mon sol. Au creux des vastes houles de Cannes, elle est tout lent de la couleur du champ moissonné. De la saison flétrie, elle est la feuille que le vent oublia parmi les feuilles neuves. Elle est le nid d'ouate et de gazon que l'oiseau de la Vierge suspend dans le manguier. Les petits blancs qui vont pieds nus et suent au gré des pentes entre la grève et la forêt la voient surgir de loin avec des yeux amis. Car aux pèlerins là, aux porteurs de bretelles, aux charretiers dolents comme aux haleurs de pioches, la grande case là-haut dit sa chaumière proche. Près du ravin, des chemins creux, les cases de torchis, de roseaux, de fer-blanc, chèvres sur les coteaux se groupent, se dispersent. La grande case, par toutes ses fenêtres, les regarde et leur sourit, sans cesser d'être patricienne en sa solitude. Elle ouvre aux mains ses hautes croisées où se mirent le ciel, la mer et l'arbre en fleurs. Elle sait aux saisons au soleil, il n'est d'autre miroir que l'onde des bassins sous le jambe rose et la prunelle amoureuse des belles filles. La grande case a 100 ans. Depuis 2 siècles, on a vécu sur sa colline. Se souvient-elle encore du temps de ses enfances, de ceux qui les premiers bâtirent en la clairière au bord de la forêt sans âge, avec des troncs géants tout humides de sève? Construite en madrier de tamarin, de nattes, revêtue de bardeaux jumelés de ferrures, la grande case éleva son gabarit, pareil à celui des vaisseaux qui façonnaient jadis sur le rivage, avec les gens du roi, le lascar et l'esclave de monsieur de la Bourdonnais. Viennent le fol cyclone ou les jours de mousson, quand l'océan frissonne, plume blanche de paille en queue en la rafale, la grande case alors vibre. Elle est sonore comme une carène sous la houle, mais tient bon, car l'amour et la raison ont boulonné sa poutre et rivé sa membrure. Elle rit doucement le long des jours limpides à l'innocent bonheur qui coule en ses vieux os. Par instants, son regard incrédule contemple tout le vert, tout l'azur et toute la lumière qui l'assaille, envahisseur venu par les vastes chemins des bois et de la mer. La grande case est très douce. Elle est douce à leur lassitude et douce à leur La grande case est très douce à ses hôtes.
Elle est douce à leur lassitude et douce à leur labeur. Sur les cœurs inquiets, les fronts lourds de pensée, elle pose ses mains d'aïeul. Elle verse en mon âme un baume ancien d'oraison et de poésie. Si j'ai rêvé parfois de pays inconnus, mon voyage s'achève en l'éternel retour à mon nid de gazon caché dans le manguier. Heureuse, je retrouve à l'aube le rayon couleur de miel sur le palmier, et chaque soir, heureuse, je m'endors aux flûtes des grillons. Horizon bruissant d'inaudibles clameurs, votre mystère insidieux me frôle en vain. Je fleuris ce matin comme hier et toujours les portraits des aïeux. Pensivement leurs yeux me font un souvenir d'immuable demeure. À l'heure de la sieste, ou le soir, sous la lampe, j'aime à refeuilleter leurs livres fatigués qu'on vendit à Paris, rue Neuve Notre-Dame, avec approbation, privilège du roi, leur Bible de Sacy, dont les siècles patinent les ors et l'édition dernière en 3 volumes, 1789, chez Didot l'aîné, de l'œuvre de Racine. Mais lorsque sur la nuit, je ferme les fenêtres, je m'attarde souvent, car je vois aux étoiles passer au large de l'océan d'ombres bleues, fanaux éteints, gonflant sous l'alizé sa voile, le vaisseau flibustier qui rôle autour de l'île ou le brick du corsaire au Port-Louis attendu. Cette performance poétique prend fin. Donc mon île vous remercie pour toute son attention. Je remercie mon île d'être venu vous expliquer un petit peu sa naissance à aujourd'hui. Le dernier poème qui va être lu pendant cette performance, c'est le mien. Je suis toute heureuse d'avoir été publiée donc, dans ce recueil l'année dernière. C'est un recueil qui s'appelle « Les poètes font société ». C'était un appel à texte entre les 2 élections de l'année dernière, l'été dernier. Et un de mes textes a été retenu. J'étais dans le jardin de mon père, j'étais sur l'île. Et les oiseaux m'ont envoyé des mots pour écrire le texte. Et le texte a été retenu. Il a été traduit en créole, donc la langue régionale, le patois, notre patois réunionnais. Et j'ai l'immense bonheur que Marie va vous le lire en créole réunionnais. Si vous voulez le lire en français, ça ne sera pas ce soir, mais il est disponible dans le recueil. J'ai quelques exemplaires, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais j'ai moins de 10 exemplaires. Bon, pour ceux qui voudront l'acheter, il coûte 9 €. Vous venez me voir. Sinon, vous le demandez dans votre librairie préférée. Marie, merci pour cet honneur et ce cadeau. De rien, Tontine. Ici, quand Zozo y chante, Zot y chante, Zot tout ensemble. Zot chanter, les pas mentir. Zot chanter, il dig mon cœur. Dans le ciel, banaïwa notre malheur et notre misère. Alors, Zot y crie, Zot douleur. Zot y dit à nous, arrête votre bataille. Et Zot zèle, Zot y écrit si bonne mire. Et ma Zot, Zot langue, notre lot la boue. Zot y gagne pied avec notre coup de kong dans notre monde en complication. Il entend la Zot. Il appelle à nous. Il prévient à nous. Ici, Zot y habite sciemment sur la terre au milieu de l'océan. Banaz habitants y aiment à Zot, dopi barzo ziskatibrin. Zot y habite ensemble, sans contrariété. Saison la pluie, saison soleil, ex-sourire, dans Zot quai réunionnais. La traduction a été faite par une amie très chère qui vit sur l'île, qui s'appelle Corinne Infante. Je me devais aussi de vous le dire.
Merci. Merci infiniment pour votre présence. On va vous saluer. Et puis, il y a Bérangère qui va dire quelque chose. Ah oui, qui va appeler. Voilà. Alors, on va vous saluer pour vous remercier quand même pour votre écoute.